Dans cette nouvelle vidéo, nous allons maintenant créer des boutons qui vont s'afficher ici en dessous du titre et nous rajouterons aussi un indicateur de page. Donc je retourne ici dans le code, je me positionne sur le fichier blog.php et dans le code HTML juste en dessous du titre ici, je vais coller un bloc de code que j'ai préparé pour gagner du temps comme ceci. Je vais devoir le décaler un petit peu pour respecter mon indentation ici. Alors au passage, je m'aperçois que si je voulais être vraiment rigoureux ici au niveau du spinner, j'aurais dû lui donner une classe row pour que ça soit cohérent avec le reste. Bon, je vais le faire, mais c'est pas très grave étant donné que c'est un élément qui s'affiche très peu de temps et il n'y a rien à l'intérieur, donc c'est pas vraiment gênant, mais je le fais pour la beauté du geste, pour que mon code soit cohérent. Ici, je n'ai que normalement des éléments row. Vous voyez, un row, ici un row, et alors c'est pas un row, c'est pas quelqu'un qui rote, hein, c'est row, c'est le terme anglais, c'est la rangée. Et donc ici, j'ai un row de plus, et ils sont tous contenus dans un conteneur. Vous voyez qu'ici, c'est la balise conteneur. D'ailleurs, je peux rajouter un commentaire ici pour dire que c'est la fin du conteneur. Voilà. Donc, mon code Bootstrap est cohérent. Alors, je reviens sur ce bloc que j'ai créé. Donc, je vais le détailler rapidement. Ici, nous avons trois parties. Une première colonne ici qui contient le bouton page précédente. C'est juste un lien avec un identifiant et un attribut href qui pour l'instant est égal à dièse, mais que nous allons renseigner avec du JavaScript. Et nous y avons donné les classes qu'il faut pour que celui-ci flotte à gauche et l'autre flottera à droite. Au milieu, nous avons ici l'indicateur. Donc c'est une colonne dans laquelle j'ai mis un paragraphe avec le texte page. Et ensuite, nous avons deux spans. Un premier span ici qui a un identifiant cure-page, ainsi qu'un deuxième span qui a comme identifiant nombre page. Et entre les deux, on a sur. Donc on affichera page 1 sur 3, page 2 sur 3, etc. Et finalement, on a une troisième colonne qui va contenir le bouton page suivante. Donc c'est le petit frère de l'autre, à part qu'il sera flottant à droite, il aura une icône différente, et bien sûr son lien ici dans l'attribut href sera différent. Voilà comment ça fonctionne. Donc j'enregistre la page, je vais revenir ici et je vais rafraîchir. Voilà ce qui va s'afficher. On aura un bouton page précédente et un bouton page suivante. Et au milieu ici, on aura des indications sur le nombre de pages et sur la page courante. Alors bien sûr, pour l'instant, ça ne marche pas puisque c'est le JavaScript qui va l'alimenter. Ici, normalement, avec les boutons, nous aurions vu des icônes. Bon, c'est pas primordial ici, mais je vais quand même vous expliquer. Ici, dans le code, j'ai rajouté deux éléments i avec des classes spécifiques. Et ça, ce sont des icônes de la gamme Font Awesome. Alors, je vais les rajouter, comme ça, on les aura. C'est donc dans mon en-tête de fichier, juste après les styles et avant mon propre style, que je rajoute un appel ici, comme ceci, à la librairie Font Awesome. Donc si vous voulez les utiliser, ben, vous vous rendez sur le site fontawesome.com et puis vous téléchargez soit la librairie ou alors vous allez chercher, comme j'ai fait, le lien CDN. Donc j'enregistre. Là, je ne rentre pas trop dans les détails puisqu'on n'est pas dans un tutoriel vraiment spécialisé sur le design web. Mais bon, comme les icônes étaient là, en fait, c'est du code que j'avais déjà utilisé ailleurs. Je vais rafraîchir maintenant. Et vous voyez qu'ici, on a des icônes qui s'affichent. Par contre, en haut, là, je vois un truc, là, une balise de fermeture JavaScript qui est pas très propre. Et cela doit vouloir dire qu'ici, j'ai... voilà, ici, j'ai une balise en trop de fermeture, donc je vais l'enlever. Voilà, elle a disparu. Et aussi, je vais vous faire remarquer une autre subtilité de Bootstrap. Ici, si je réduis la taille de la fenêtre, vous voyez que ici, maintenant, nous avons uniquement les icônes. Et si j'élargis un petit peu, j'aurai le texte, page suivante, page précédente. Bon, bien sûr, il y aurait besoin encore d'un petit réglage, mais sur un téléphone, par exemple, nous aurions que les icônes. Alors, ceci parce que, au niveau des classes de Bootstrap,
Ici, au niveau de l'élément span qui affiche page précédente ou page suivante, j'ai mis les classes d'abord dNone et ensuite dsminline. Ça veut dire que la première, ça ne va pas s'afficher du tout, jamais. Et la seconde classe va dire qu'à partir du point de rupture small, ça va s'afficher inline. Voilà, c'est une manière avec Bootstrap d'avoir des choses qui s'affichent ou pas selon la largeur du viewport. La parenthèse sur le design étant passée, nous allons continuer. Puisque les boutons page suivante et page précédente vont être gérés par JavaScript, nous allons décider de les cacher par le CSS lorsque la page se charge et nous allons laisser JavaScript décider si tel bouton doit être affiché ou pas et quel lien il doit contenir. Donc je reviens ici dans le style CSS et sur la ligne où j'ai la déclaration display none, je vais rajouter les deux éléments $prefBTN ainsi que l'élément nextBTN. Comme ceci. J'enregistre, je reviens, je rafraîchis la page et les boutons disparaissent, c'est normal. On va laisser le soin à JavaScript de les faire apparaître ou pas. Je reviens dans le code, je reviens ici dans le script et je vais rajouter deux nouvelles lignes de code ici. À savoir que dans les deux spans concernant page sur, je vais rajouter pour la page courante ce qui est contenu dans la valeur curPage, donc la valeur que nous avons créée ici au début dans le fichier bloc.php, je vous le rappelle. Donc c'est la page courante. Et ensuite, dans le span qui est l'identifiant nombre page, je vais rajouter la valeur nombre page que je viens juste de calculer au-dessus ici, en récupérant la valeur dans le header. Donc j'enregistre, je rafraîchis, et là j'ai page 1 sur 3. Si je mets page 2 en haut, je vais avoir page 2 sur 3. Donc ça fonctionne, l'indicateur fonctionne. Maintenant, nous allons nous occuper des boutons. Pour gérer les boutons, je vais revenir dans le code JavaScript. Je vais me positionner ici juste avant le for each et après la déclaration des variables précédentes. Donc je fais un petit peu de place. Et là, je vais coller un bloc de code que j'ai préparé, comme ceci. Alors je vais faire revenir cette ligne là où il faut. Ce bloc concerne le bouton page précédente, le premier. On va s'intéresser à la valeur curPage, à la page courante, et on va se demander si elle est supérieure à 1. Alors au passage, ici je la convertis en entier, puisque curPage il est récupéré à travers l'URL, donc c'est probablement une valeur de caractère. Je vais la transformer en entier et je pourrai le comparer à 1. Donc si curPage est supérieur à 1, ça veut dire qu'on n'est pas sur la page 1. À ce moment-là, on peut autoriser le bouton page précédente à s'afficher. Alors à ce moment-là, on va créer une variable qu'on va appeler prefPageIndex et je vais lui donner la valeur de la page précédente, c'est-à-dire que je vais soustraire 1 à la page courante. Et ça, je peux le faire puisque la page courante est plus grande que 1. Ça sera soit 2, 3, 4, ou etc. Si on est sur la page 2, à ce moment-là, le prefPageIndex sera 2 moins 1, ça sera 1. Ensuite, au niveau du bouton, qui a l'identifiant prefBTN, je vais modifier son attribut href, c'est-à-dire le lien sur lequel il va pointer, et je vais mettre blog.php, point d'interrogation, page égale, et je vais mettre l'index de la page précédente. Et en même temps, je vais lui dire de l'afficher avec show, puisque rappelez-vous que au départ, au chargement de la page, nous les cachons, ici. Donc JavaScript va l'afficher. C'est ce qui va se passer pour le bouton page précédente. Pour le bouton page suivante, nous allons effectuer la même démarche, bien sûr dans un ordre différent. Nous allons nous intéresser à savoir si le numéro de la page courante est strictement inférieur au nombre de pages. C'est-à-dire que si nous avons 4 pages, il faudra que la page courante soit au maximum 3 pour qu'on puisse faire apparaître le bouton page suivante. C'est normal. Si on est sur la dernière page, le bouton page suivante ne devra pas s'afficher. Ensuite, nous allons créer pareil une variable que je vais appeler nextPageIndex. Je vais lui donner la valeur de la page courante plus 1 cette fois. C'est-à-dire que si nous sommes sur la page 2, la page d'après, ça sera la 3. Et pareil, nous allons ensuite modifier l'attribut href, donc le lien
du bouton suivant qui a l'identifiant Next BTN en lui donnant la valeur textuelle de blog.php, point d'interrogation, page égale et l'index de la page suivante, tout simplement, et nous l'afficherons. Exactement de la même manière que nous avions caché ici le bouton page précédente, nous avions caché le bouton page suivante et notre JavaScript l'affichera. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'enregistre, je reviens sur le site, je rafraîchis. Alors ce que je vais faire, je vais me positionner sur la page blog.php tout court, comme si nous venions d'y arriver à partir du lien qui est sur la page d'accueil. Alors au départ, nous affichons la page 1 sur 3, c'est normal puisque nous débutons la séquence. Le bouton page suivante apparaît, puisqu'il existe une page suivante, et le bouton page précédente n'apparaît pas, puisque bien sûr nous sommes sur la page 1 et que la page 0 n'existe pas. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton page suivante. Je vais aller sur la page 2 sur 3, nous le voyons ici. Nous avons maintenant une page précédente qui est la page 1 et une page suivante qui est la page 3. C'est normal, ça continue à fonctionner. Je vais cliquer sur le bouton page suivante. Maintenant, nous sommes sur la page 3 sur 3 et nous n'avons plus de bouton page suivante puisque la page 4 n'existe pas. Par contre, nous avons encore le bouton page précédente. Et si je reviens en arrière, pareil, ça marche, page 2 sur 3. Si je reviens page 1 sur 3 et j'ai plus de bouton page précédente. Ça fonctionne parfaitement. Voilà, nous avons pratiquement terminé notre exercice. Alors bien sûr, le code pour être perfectible, on pourrait se demander ce qui se passe par exemple s'il n'y a qu'une seule page. Alors je vais temporairement, vous voyez l'intérêt d'ailleurs de l'avoir sorti, je vais porter le nombre de posts per page à 30 par exemple. Donc ça veut dire que là on va être sûr d'avoir une seule page puisqu'on n'a que 8 posts. Donc j'enregistre, je reviens sur le site. Je vais revenir sur bien sûr la page sans blog.php, sans rien, c'est-à-dire sur la page 1. Et là il va me dire page 1 sur 1 et les boutons ne s'affichent pas. Donc non, c'est bien géré en fait. Vous voyez que mon code, sans le vouloir, j'ai géré le cas, puisque là on a une seule page. Bon, il affiche page 1 sur 1, donc ça donne l'indication à l'internaute que tout est contenu dans cette page. Ça c'est important aussi de lui dire. Et on n'aura pas de bouton page suivante et page précédente, parce que si je reviens ici, si j'examine mes cas, étant donné qu'on a une seule page, cure page, là il est égal à 1, il n'est pas supérieur à 1, donc ce cas ne se vérifie pas, donc le bouton n'apparaît pas, show n'est pas activé, on est d'accord. Et ensuite, comme c'est égal à 1 cure page, et le nombre de pages aussi, eh bien 1 n'est pas strictement inférieur à 1, donc ce cas ne s'applique pas non plus, et le show ici ne va pas être activé, donc on ne verra pas les boutons, donc c'est parfaitement géré. Ici, la création de cette variable n'était pas obligatoire, on aurait pu directement ici là mettre parse end cure page plus 1 ou moins 1, mais bon c'est plus facile à lire, et dans certains contextes, les variables pourraient être utilisées ailleurs dans le code, donc c'est pas plus mal de les utiliser, et le code est beaucoup plus lisible quand on a une décomposition des éléments, plutôt que d'avoir une seule ligne qui contient tout un code qui est pas forcément facile à déchiffrer, même si c'est vous qui l'avez fait et que vous y revenez 3 ou 4 mois après, ça il faut le savoir. Donc c'est pas plus mal ici de bien détailler la création d'une variable. Comme ça, on comprend bien à quoi elle correspond et après, elle est utilisée la ligne d'après. Mais vous pourriez mettre directement ici, par exemple, prendre ceci et le mettre ici à la place de cette valeur et supprimer la déclaration de la variable. On est d'accord. Nous voici arrivés au terme de ce tutoriel. J'espère que vous aurez pu apprendre certaines choses concernant la REST API de WordPress. Personnellement, j'ai mis du temps moi, à me demander à quoi ça pouvait servir. Ça fait bien moins de 2 ou 3 ans qu'on en entend parler. Alors, parmi les exemples que j'avais déjà vus, la plupart utilisaient WordPress, donc je ne comprenais pas l'intérêt dans WordPress, dans un thème WordPress, d'aller chercher des éléments avec une API supplémentaire, alors qu'on peut le faire avec toutes les fonctions et tous les templates qui sont contenus dans WordPress. Ensuite, j'avais vu d'autres exemples dans des tutoriels sur des applications alors plus complexes qui faisaient intervenir des grosses structures en JavaScript moderne avec Node.js, Webpack et enfin tout le team. Et donc, on comprenait plus trop bien si on n'était pas initié à ce JavaScript moderne.
Donc j'avais un peu de mal à rentrer dedans. Et là, l'exemple que je vous ai montré à travers ce tutoriel, en fait, j'ai dû le mettre en place dans un cas particulier où j'avais un site statique et la personne voulait, au bout du compte, absolument pouvoir publier des choses. Donc ça rend bien service. Donc là, en fait, on a fait du WordPress sans WordPress. En fait, c'est ce qu'on appelle du headless WordPress, hein. Enfin, on peut l'appeler comme on veut. Donc, c'est une application intéressante. Alors, il faut savoir qu'avec la REST API de WordPress, vous pouvez pratiquement tout afficher, hein. Même les custom post type, etc. Vous pouvez gérer les catégories. Après, il suffit de rentrer dedans dans les paramètres, de fabriquer des routes, etc. Alors, tout ça, c'est expliqué en détail dans ce site, hein. C'est le site de WordPress officiel. À l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages consacrés à cette API, aussi bien en anglais qu'en français. Donc le meilleur moyen, c'est d'apprendre par soi-même ou de glaner des informations à droite et à gauche. Ce tutoriel est arrivé à son terme. Encore une fois, j'espère que vous l'avez apprécié et je profite aussi une nouvelle fois de vous remercier à tous pour votre fidélité concernant ma chaîne, car je pense que j'ai dépassé les 1500 abonnés et au niveau des vues, ça devrait être maintenant entre 150 000 et 200 000. Donc je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour le prochain tutoriel. Au revoir.